pense que le concept le plus difficile à comprendre, c'est quand mettre du gaz dans la machine. Je pense qu'il y en a du monde qui veulent partir push, fait qu'ils mettent du gaz dans la machine, puis la machine n'est pas prête à le recevoir. Puis il y a du monde qui travaille beaucoup trop longtemps sur la machine, puis qui sont pas capables de concevoir quand est-ce qu'il faut vraiment, là, tu go balls to the walls, puis c'est le temps de scaler. Puis, fait que, tu sais, cette compréhension-là, je pense qu'elle est difficile. I guess je suis pogné pour le do it. I guess t'es pogné pour m'écouter now. On est pogné dans un two-way. Moi pis toi, right, je suis premier en tout état. What's up, folks? C'est François Antinado. Bienvenue sur Ça se passe, le podcast où on jase de croître un SaaS ou une carrière en SaaS au Québec. On est sur Spotify, Apple Podcasts et les autres. Pas game de vous abonner ou nous laisser un review. Merci à ceux qui le font, ça nous motive big time. On drop 2 épisodes semaine, juste des discussions sans filtre avec des founders ou employés clés en SaaS. Si vous faites partie d'un SaaS québécois, allez sur saaspasse.com, cliquez sur le bouton « Ajouter votre SaaS » pour être indexé dans notre répertoire. On est rendu avec au-dessus de 200 compagnies. Vous pouvez aussi maintenant modifier le profil existant. Il y a un beau bouton mauve pour ça. Le prochain événement, ça se passe a lieu aujourd'hui, jeudi le 7 septembre, à Montréal dans les bureaux de WorkLeap, qui était précédemment Gsoft. Les billets sont dispo sur Eventbrite, bannière de notre site, en show notes. Il en reste à peine, donc réservez le vôtre bientôt. Ça va être un live podcast avec le cofondateur Simon de Ben, donc ça promet. OK, segment la job du mois, ça se passe. Et pour septembre, la job du mois, ça se passe chez 4Waves, une cool plateforme de gestion d'événements académiques et scientifiques. Ils sont à la recherche d'une personne en développement web back-end ou full stack. Ils ont le vent dans les voiles, une solide équipe tech en place puis des bons défis de produits. Il y a beaucoup de monde que j'aime puis que j'estime dans cette startup. Si vous ou une personne dans votre réseau avez le profil, cliquez sur le lien Job du mois dans les show notes ou allez sur saaspasse.com/lajobdumois sans tiret. Vous allez y trouver aussi une entrevue sur la culture de l'entreprise et la nature du poste avec Mathieu Chartier, fondateur, et Gabriel Robert, CTO. OK, segment commandité Service SaaS. Pour septembre, le service SaaS en spotlight, c'est Baseline, une firme d'accompagnement et d'implémentation en intelligence artificielle. Baseline ont aidé plusieurs PME et SaaS à prendre le contrôle de leurs données puis à intégrer des solutions d'intelligence artificielle pour prendre des meilleures décisions produits puis de commercialisation. La team est remplie de monde talentueux en passant des geeks avec des PhD en AI aux développeurs full stack qui peuvent implémenter des solutions custom. Ils ont une approche no bullshit. Ils commencent par comprendre les enjeux d'affaires, faire du sens de vos données, puis proposer des processus et features incrémentales en vous assurant d'être autonome à travers tout ça. Il y a aussi souvent plusieurs subventions qui sont dispo pour travailler avec des pros dans ce domaine-là, donc il y a moyen de ne pas exploser son budget. Il y a une entrevue avec David Beauchemin qui est dispo dans les show notes sur saaspasse.com/partenaire avec un S/baseline et sur notre channel YouTube. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, David et sa team peuvent jaser avec vous, voir s'il y a un fit, puis c'est gratis. Check them out sur baseline.québec. Il y a un contact form directement sur la homepage. Vous pouvez aussi glisser dans les DMs de David Beauchemin sur LinkedIn. D'ailleurs, si vous voulez son histoire complète puis un paquet d'exemples concrets, il est venu sur le pod comme invité, épisode 41, écoutez ça. Aujourd'hui sur le pod, je jase avec Thomas-Louis Lafleur, partenaire chez Le Chiffre, une firme de services comptables numériques pour start-up et PME. Le Chiffre, c'est une compagnie fascinante qui se sont taillés une place unique dans le monde souvent bas brun de la comptabilité. Ils sont très tech-enabled puis ils ont des opinions fortes. Ils ont un paquet de compagnies SaaS puis tech comme clients, donc ils en ont vu d'autres, comme on dit. On parle de SaaS au Québec en général. On va toucher sur des trucs comme les profils stéréotypés des founders, la place que les finances doivent avoir, les lacunes d'éducation financière et stratégique, les subventions en tech puis plusieurs autres sujets. On touche également sur le nouveau projet de Thomas-Louis, Cifero, du Productized Service pour automatiser la gestion de vos finances d'entreprise. Ah, puis Thomas-Louis répond à l'ultime question, es-tu un influenceur LinkedIn? Alright, on passe au show, let's go! Thomas-Louis Lafleur, bienvenue sur Ça se passe. Merci. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, en direct de Québec. Ouais, J'ai la misère à me trouver du stationnement, mais écoute... Encore une fois, comme mes invités de Montréal, j'aimerais pouvoir dire que tu es descendu exclusivement pour le podcast, mais tu avais une raison un peu plus intéressante, je pense. Ouais, c'était comme le baptême de mon fils, un genre de faux baptême avec la belle famille. C'était le fun. Nice. Ouais. Félicitations. Merci. Tom, comment on se connaît?
Ben écoute, par personne interposée, on travaille avec Mathias Péloquin, qui est un gars en transfo numérique. Puis je pense qu'il t'a aidé, il nous a aidés. Mhm. Puis c'est un connecteur incroyable. Fait qu'il nous a mis un en face de l'autre. Ouais. Cool guy, shout out. Ouais. Mini recap de t'es qui en genre 5 minutes, juste pour qu'on ait une idée des highlights de ton parcours, ta carrière. OK. Ben moi, c'est Thomas. Je suis cofondateur d'une boîte comptable qui s'appelle Le Chiffre. On a fondé ça, moi et mon partenaire Jean-Gab, il y a 10 ans. On était des jeunes entrepreneurs. On a fait tout le parcours des franchises, Vetronet, puis tout ce stock-là. Puis OK. on se disait, OK, nous autres, on est des entrepreneurs, qu'est-ce qu'on fait? Il y a du monde qui sont allés justement dans SaaS. Nous autres, on était des comptables de profession, puis on s'est dit, OK, on va faire ça. C'est le père à Jean-Gab qui était comptable? Ouais, le père à Jean-Gab, c'est un OG Bob Brun. OG Bob Brun, tu sais, ce qu'on appelle un comptable agréable. Là. Fait que il est entouré comme de. Tu rentres dans son bureau, puis c'est des montagnes et des montagnes de papier. Oh, wow. Fait que c'est lui qui nous a appris les bases du métier, puis nous autres, on est partis de ça, puis on l'a amélioré. Très hot. Ouais. De comptable agréable, no shit, c'est la première fois que j'entends ça. Ouais, c'est bon. C'est quand même une expression du milieu. Là. Puis le chiffre, à part être un excellent vilain dans James Bond, c'est quoi le chiffre? Ben, le chiffre, à la base, on est un bureau comptable. Là. Fait que, tu sais, sauf que très vite, en fait, en voyant le père de Jean-Gab, on s'est dit, OK, ben, c'est possible de faire ce qu'il fait lui, mais beaucoup mieux. Tu sais, OK. on était de notre génération, puis on voyait, puis on était des entrepreneurs. En fait. Puis on se dit, OK, mais comment est-ce qu'on répond à nos propres besoins? Ouais. Tu sais, comment est-ce qu'on s'adressait à notre propre comptable? Quels outils on utiliserait? Puis c'est un peu comme ça qu'on a monté à la boîte. Fait que 10 ans plus tard, on est rendu une cinquantaine de personnes à Montréal, mais partout. Là, on a des gens à Québec, on a des gens partout dans le monde. Puis quand tu dis, on va pouvoir creuser dans la différenciation du chiffre plus tard, mais quand tu dis mieux, on pouvait faire ça, ce qu'il faisait, mais mieux, c'est-tu surtout au niveau de réduire les montagnes de papier qui l'entourent? Ouais, ben la première, mettons, notre première orientation était clairement technologique, là, parce qu'on se disait, c'est juste en termes de workflow, sa façon de travailler, tout ce qui était, même la communication avec les clients, les systèmes qu'ils utilisaient, on se disait non, ça n'a pas de bon sens. Puis après ça, ben écoute, on a innové, on a essayé d'itérer sur à peu près tout ce qui était dans la profession, là, donc les structures de cabinet, comment est-ce qu'on gère le monde, comment est-ce qu'on... Fait que, tu sais, il y avait cette innovation-là de technologique. Après ça, il y a eu l'innovation de processus. Puis après ça, il y a eu l'innovation un peu plus managériale, un peu plus new school. Comment tu fais pour innover quand les exemples autour de toi sont plutôt de tradition et non d'innovation? Ouais. Essai-erreur? Ben oui, beaucoup d'essais-erreurs. C'est pour ça que ça nous a pris du temps à arriver où est-ce qu'on est. Tu sais, la première des choses, c'est que moi, j'ai jamais fait de grand cabinet. Fait que j'arrivais vraiment avec une page blanche. On s'est dit, on va faire un cabinet comptable, mais j'avais jamais travaillé dans un cabinet comptable. J'étais en corpo en sortant de l'école. Fait que déjà là, on commençait avec une page blanche, puis ça fait dire qu'on n'avait pas vraiment de raccourci. Fait qu'effectivement, te rendre jusqu'à destination, ça te prend plus de temps, mais tu prends des chemins qui n'ont pas été empruntés jusqu'à présent. Fait que, tu sais, parfois, on se dit, OK, on a bien trop louvoyé pour se rendre là. Mais c'est l'expérience qui rentre. Mais ça fait que quand tu arrives à destination finale, ben, tu es à une place vraiment différente des autres. Fait Absolument. Que, très cool. Ouais. J'ai une question d'ultime importance pour toi, pour vraiment nous enchaîner dans le pod. Est-ce que tu es un influenceur LinkedIn? Non, ben écoute, c'est micro, là. J'ai comme... on s'est comme dit il y a 1 an et demi à peu près que LinkedIn, c'était comme... En fait, tu sais, normalement, un comptable, ça réseaute. Ça va dans les événements, puis moi, j'ai ça pour mourir. Fait que j'ai comme dit, bon, ben c'est quoi l'équivalent de réseauter à puissance 10? Puis LinkedIn, c'est ça. Fait, dans le fond, t'aimais quelque chose... Puis t'es même pas obligé de répondre à ce que le monde dit. Là. Fait que moi, j'ai comme trouvé que c'était la façon de réseauter à puissance 10 sans avoir à se déplacer jamais, ce qui fait vraiment avec mon tempérament. Nice. Fait que puis là, j'ai commencé à faire ça, puis tu crées des...
une cadence, puis à un moment donné, le monde commence à répondre. Puis aujourd'hui, je suis un micro-influenceur, là, mais quand même, tu sais, ça m'a donné des opportunités. Je pense qu'en partie, aujourd'hui, je suis là grâce à ça. Absolument. Puis, tu sais, fait que je continue de parler de choses qui intéressent les gens. Je parle de finances, je parle d'affaires, je parle des problèmes, en fait, qu'on voit au quotidien avec nos clients. Là. Ouais. Moi, j'ai essayé de percer sur Twitter. Ouais. Un bref moment, ça a été un flop monumental. Puis je m'étais fait, je m'en rappelle, un tout petit calendrier de médias sociaux personnels. Puis là, j'alternais en différents formats de contenu pour tester puis tout ça. J'avais mis une structure qui ne servait à rien, honnêtement. Est-ce que tu... Ça, c'est moi qui est curieux, là, mais est-ce que tu mets du temps à genre réfléchir? OK, de quoi je vais parler cette semaine? Comment je vais en parler? Ouais. Mais il y a comme l'idée générale qui était de dire OK, ben j'ai des piliers de contenu, je vais travailler là-dessus, je vais reformater à chaque 6 mois, on va reprendre le même contenu puis on va le mettre différemment. Puis ça, c'est comme tu sais, quelqu'un qui est vraiment structuré avec les médias sociaux va utiliser cette approche-là. Ouais. Puis moi, je suis vraiment incapable de faire ça. Okay, ce qui arrive, c'est que je suis dans le char, je pense à quelque chose, j'arrive, je l'écris. Puis là, j'ai une inspiration, puis je vais écrire 10 posts en 1 heure. Okay, ça dort. Puis à un moment donné, je vais relire ça, puis je vais le reformater, puis là, je vais le pitcher. Parfait. Fait que j'écris beaucoup de mots, mais c'est pas tant structuré. La seule structure que j'ai, c'est que j'écris mes mots à l'avance. Ouais, fait que intéressant. Je suis pas comme devant la plage blanche quand même. Je me dis, OK, il faudrait que je... C'est un buffer un petit exact, peu. Ouais. Nice. Ouais. Puis écoute, là, on parle de mots, tout ça. Le copywriter en moi, parce que c'est là que j'ai vraiment commencé ma carrière, tu sais, a vraiment, vraiment trippé quand je suis arrivé sur votre site web. Ouais. Parce que j'ai fait, shit, c'est clean, c'est concis. Il y a des jeux de mots qui fit avec la brand. Tu sais, le chiffre, premier sur toute la ligne, on fait parler les chiffres. Tu sais, c'est vraiment, c'était le camp, puis c'est quand même clean. Ma question pour toi, c'est, ça vient de quel cerveau, ça? Surtout le mien. Nice. J'ai eu de l'aide. Mais, tu sais, moi, j'ai jamais étudié là-dedans, j'ai jamais fait ça. Okay. Mais j'ai quand même un intérêt. Tu sais, j'ai lu beaucoup, j'aime ça écrire. Okay. Puis j'aime ça écrire avec mon ton, pas d'emoji, pas... Tu sais, puis tout le monde me dit, hey, tu pourrais faire ça de même, tu aurais plus de reach, ça serait plus intéressant, mais je suis incapable de changer ma façon d'écrire. Fait que, tu sais, le ton un peu irrévérencieux qu'on a, les jeux de mots, ça, c'est beaucoup moins. Très hot. Je suis un fan. Micro-critique constructive, le scroll hijacking. Et quand tu scrolls avec ta souris, genre, c'est pas à la vitesse que tu voudrais, c'est le site qui décide comment c'est. Ça, par exemple, je suis pas un fan. C'est pas ma décision, mais en même temps, je savais même pas. Avant que tu m'en parles aujourd'hui, je savais même pas que c'était un problème ou c'était quelque chose. Fait que, mais je pense que c'est une affaire têteuse, honnêtement. T'as pas vraiment besoin de mettre de la bande passante là-dedans. T'as mentionné rapidement Jean-Gabriel, nom de famille, Crevier, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon. Ça, c'est ton partner, mais c'est aussi ton pote. Ouais. Parle-moi de lui un peu. C'est quoi votre relation? Ben, c'est un vieux pote de secondaire. OK. T'sais, on s'est connus en secondaire 3, puis déjà, on se parlait de projets qu'on voulait faire. Nos chemins se sont séparés, puis on s'est retrouvés à un moment donné. Lui travaillait chez Gsoft. Il avait fait un EY, etc. Travaillait chez Gsoft, moi, maintenant Workleap. Moi, j'étais chez Cascade. Puis là, il m'a comme dit, « Hey Thomas, ça te tenterait-tu de revenir à Montréal? On pourrait se partir de quoi? » T'étais où? J'étais à Calgary, après ça, j'étais à Victo. Ma blonde était à Montréal. Okay. Fait que je voulais quand même revenir. Puis la façon que j'ai trouvé de revenir, c'est de dire on va partir de quoi? Puis je suis rentré à temps partiel chez Gsoft. Fait qu'on travaillait. Je travaillais avec Jean-Gab chez Gsoft. C'est un peu là qu'on a découvert le monde du SaaS. Puis le monde de la techno, parce que quand Jean-Gab est rentré, il était une quinzaine. Puis aujourd'hui, ils sont 450. Workleap ou Gsoft, ça a été notre gros client pendant longtemps. Fait que, c'est comme là qu'on voyait la vibe, puis quand tu compares ça avec le monde corpo, qui est vraiment, vraiment straight, puis vraiment... Fait que nous autres, on voyait ça, vacances illimitées, on allait faire le party, genre les... Rampe de skate. Exact, rampe de skate, Noël... les gros parties de Noël dans le sud. C'est toute cette vibe-là qui était pour nous tellement nouvelle. Le monde s'habillait comme il voulait. Il y avait des chiens, toutes sortes de trucs. Puis là, on s'est dit, OK, bon, c'est tellement différent, ça, de ce qu'on voit dans le monde comptable.
OK, est-ce qu'on est capable de prendre ça, puis s'inspirer de ça, puis recréer ça dans le milieu professionnel? Dans votre business. Exact. Puis ça a été une grande source d'inspiration pour nous. C'est hot. Fait que, tu sais, on fait partie un peu de la GSoft Mafia, là, parce qu'il y en a pas mal autour qui ont comme créé des projets. Nous autres, on est peut-être les seuls qui sont pas autour de la tech, mais encore là, on est tech-enabled. Fait que, tu sais, on s'est Puis inspiré. vous servez Exact. beaucoup de compagnies de tech. Exact. Là. Fait que ça nous a servi d'un point de vue expérience, dans le sens Ouais. qu'on a appris vraiment beaucoup sur c'est quoi scaler une entreprise technologique, comment ça fonctionne, c'est quoi. Puis aussi, il y avait une entreprise de services professionnels en tech. Fait qu'il y a GSoft avant de faire du produit. Exact. Ouais. C'est Fait du que- service. Exact, c'était du service. Fait que, tu sais, on a aussi cet angle-là, service professionnel. Beaucoup de nos clients font du dev pour d'autres boîtes. Fait que ça nous a comme permis de voir un bon spectre de Clairement. use case. Ouais. Puis, comment est-ce que Jean-Gab et toi, vous êtes deux clones qui doublent le output ou vous êtes très complémentaires? Genre, c'est quoi la dynamique entre vous deux? Ben, parce que ça fait tellement longtemps qu'on se connaît puis qu'on est des vieux chums, on est comme la même personne, donc on pense les mêmes affaires quasiment, puis on est tout le temps super alignés. On chicane, puis après ça, on sort de la pièce, puis on est vraiment à la même place. Mais en termes de personnalité, on est vraiment différents. Fait qu'on a comme deux personnalités qui pensent la même chose. OK. Moi, je suis plus... lui aime dire que je suis le côté givré du mini-wheat. Là. Fait que givré parce que je suis créatif, pas parce que je suis givré en permanence. Mais non, c'est ça. Fait que, tout ce qui est créatif, explosif, chaos, vision, ça, c'est pas mal moi. Tout ce qui est meat and potato, s'assurer que les choses arrivent, puis que Jean-Gab est vraiment, vraiment bon là-dedans. Là. Fait que, ouais. Fait que vous avez cette dynamique, c'est intéressant. Ouais. Vous avez, si je peux me permettre l'expression, comme transcendé les bas bruns. Ouais. Big time. Ouais. Cette vision-là archaïque de ce milieu-là, de la comptabilité, de la finance, tout ça. Fait que la question, c'est si le chiffre était une paire de bas, ce serait quel style de bas? C'est drôle à dire, mais moi, j'assume parfaitement notre aspect bas brun. OK. Je suis très prête à dire qu'on est une paire de bas bruns montés jusqu'aux genoux. C'est comme... Je sais pas... souvent, les gens essaient de se détacher de l'image, l'image comptable, puis ils vont le dire, nous autres, on n'est pas des comptables, on n'est pas plates, etc. Nous autres, on n'a jamais senti le besoin de faire ça. On voulait que ça exude de nous autres, on voulait que ça soit quelque chose qui se sent. Puis on dirait que si on abandonnait l'idée qu'on est des bas bruns, ben ça viendrait un peu... on viendrait un peu abandonner ce contraste-là. Fait que j'aime mieux qu'on ait des bas bruns jusqu'aux genoux, puis que le monde fasse comme, c'est vraiment des comptables, mais... On dirait que ça file pas comme un comptable que de dire qu'on va avoir des bas multicolores puis les gens... funky. Exact, ouais. Parce que là, même si... oublions cette analogie-là de bas brun, puis juste prenons un portrait d'une firme comptable classique, puis un portrait du chiffre. Ouais. Il y a beaucoup, beaucoup de différences. Puis dans vos communications, dans votre verbiage, il y a des histoires comme numérisation. Ouais. Il y a des trucs au niveau de cabinet cloud, d'automatisation. Si je prenais un point de vue cynique, c'est comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de buzzwords. Mais d'un point de vue réaliste, mettons, comment est-ce que ces choses-là font que le chiffre, c'est différent? Ouais. Mais tu sais, quand on a commencé il y a 10 ans, justement, on avait une orientation technologique, mais c'était pas clair. T'sais, on n'avait pas les buzzwords encore pour travailler. Puis rapidement, on a vu que le cloud, puis tout ce qui était app, puis intégration no code, c'était vraiment, vraiment, vraiment puissant pour déployer puis itérer rapidement dans des business qu'on voyait. Ouais. Fait que c'est comme l'orientation qu'on a pris, puis on était comme des extraterrestres il y a 10 ans. Là. Aujourd'hui, QuickBooks, tout le monde utilise ça, mais c'était vraiment de la merde il y a 10 ans, puis il n'y avait pas vraiment personne pour servir ça. Puis quand on sortait les apps de nos téléphones, puis on présentait ça à nos clients, tu nous envoies plus de papier, on a de l'OCR qui travaille. Puis le monde était comme « Ah, c'est quoi ça? » Puis aujourd'hui, il n'y a pas un cabinet comptable qui opère pas comme ça aujourd'hui. Là. Fait qu'on était comme un peu avant-gardiste à ce niveau-là. Puis, on a suivi l'évolution naturelle de tout ça. Puis, la stack. Exact. Non, mais la stack est toujours restée. Fait que ça a toujours été ça qui nous a mis sur la map. Puis, c'était quand même important. Fait que tout ce qui est transfo numérique, qui est ultra buzzword, on le fait encore. Puis, ce qui est comptable naturel, on le fait, mais à notre manière. Puis, ce qui a vraiment évolué dans les dernières années, c'est notre capacité à... On a tellement vu d'entreprises technologiques puis des entreprises dans nos créneaux qu'on est capable de se positionner vraiment en tant que conseiller stratégique puis aider dans les étapes de croissance. Fait que, tu sais, from pre-seed to A, là, on est vraiment, vraiment dans notre sweet spot. Là. OK, intéressant ça. Ouais. Puis,
ça, c'est quelque chose, j'ai l'impression, pas que c'est un luxe, mais c'est un talent ou une compétence qui s'acquiert à travers le temps et l'exposition. Ouais. Ma question pour toi, c'est clairement que c'est un facteur différenciateur d'avoir une firme comptable qui connaît la réalité et les struggles de faire un SaaS, mettons, ou du e-com, ou du service en tech. Ouais. Est-ce que tu formalises cette expertise, ces conseils-là, dans ton offre de service? Ou est-ce que c'est juste un genre de ultra nice to have qui arrive on top? Ouais. Ben, plus que ça avance, plus qu'on le formalise. Intéressant. À un moment donné, tu veux que ce soit pas juste Jean-Gab et moi Ouais. qui soyons capables de s'asseoir devant l'entrepreneur tech puis de dire, Ouais. regarde, voici les prochaines étapes de ta croissance, voici stratégiquement comment est-ce qu'on pourrait se rendre où est-ce que tu veux te rendre. Fait que oui, il y a un parcours que tu dessines, il y a une compréhension de l'entrepreneur, une compréhension de son space que nous, on veut insuffler à l'équipe. Puis tu as comme le playbook, le chiffre pour qu'on dessine pour dire, OK, mais comment est-ce que toi... Du même parcours qu'on a fait, nous, à travers GSoft, dans le fond. Okay. Oui, tu as l'exposition client qui est vraiment bon, mais tu veux aussi avoir tout le knowledge ou la connaissance qui va te permettre de t'asseoir devant un entrepreneur qui est quand même... L'entrepreneur tech, c'est une bébite spéciale parce qu'il il est vraiment, vraiment fort dans certains créneaux, mais il n'y a souvent pas le business background qu'un entrepreneur de deuxième ou troisième génération va avoir. Fait que les entrepreneurs de tech sont pratiquement tous de première génération. Là. C'est très rare que tu vas voir genre... C'est vrai, hein? Fait que t'as pas papa-maman qui est comme... Je sais pas pour toi, là, en fait. Non, définitivement pas d'autre. Très, très première génération. Ma mère avait beaucoup dans côté entrepreneurial en elle, là, puis niveau dynamisme, prise de décision, les assumer, bouger, j'en ai retiré beaucoup, mais en termes de genre EBITDA. Exact. Genre, tu comprends-tu? Genre, exact. Mon éducation financière, elle a été à travers Snipcard tranquillement, puis c'était pas moi qui s'en occupais le plus. Puis aujourd'hui, je suis capable de le dire, c'est une de mes lacunes en tant qu'entrepreneur. J'aurais besoin de m'entourer, mettons, de monde comme vous. Exact. Whatever, fait que tu sais, tu fais pas partie d'une vieille famille, que leur comptable, que le père ou la mère est comme, hey, c'est comme ça que ça fonctionne. Fait que tu sais, ça fait que t'as du monde super technique, super intelligent, tu sais, qui comprennent le produit, qui comprennent le monde. Puis là, quand tu parles de finance avec eux autres, c'est comme, oh man, tu sais, ça devient shaky. Là. Fait que, Puis, t'as-tu... Parce que là, clairement, mettons, à travers, tu fais pas juste des posts sur LinkedIn, tu sais, je t'ai vu dans les entrevues, je t'ai vu sur certains médias côté plus PR, dans tes one-on-one relationships avec les entrepreneurs, tu vas donner des conseils. Fait que tu commences, je pense, ou t'as une vision de l'entrepreneur tech moyen au Québec quand même aguerri. Qu'est-ce que tu penses qui manque le plus dans l'éducation de l'entrepreneur SaaS moyen? Ouais. Ben, il y a comme... tu sais, comme tu dis, mettons que l'entrepreneur tech est une page blanche financière. Puis quand il commence, il commence, puis là, après ça, il va apprendre. Son comptable va y apprendre des choses, son avocat va y apprendre des choses, les autres entrepreneurs, puis la vie va y apprendre des choses, l'expérience. Mais souvent, ce qui va éduquer l'entrepreneur d'un point de vue financier, c'est le VC. Puis c'est la culture de Silicon Valley, puis tout ça. Fait que, je trouve qu'il manque de diversité ou de compréhension fondamentale d'un point de vue structure financière, c'est quoi qui fait le succès d'un projet. Fait que t'as comme le VC qui, lui, ses intérêts sont importants, donc c'est valo, croissance, cours, le train en feu, là, où est-ce que tu mets du charbon jusqu'à temps que le monde sorte du train puis qu'ils sont encore en vie, mais sont quasiment à destination. Mais il y a tout le temps l'entrepreneur qui, lui, est pogné dans le train, à moins que tu réussisses à faire un exit. Fait qu'il y a des bonnes histoires à ce niveau-là, mais on dirait que c'est comme la seule histoire ou une des seules histoires qui est racontée, tandis qu'il y en a plein d'autres. Oui, il y a la notion de bootstrap, mais encore là, bootstrap, tout le monde a l'impression que tu fais avec peu de moyens, mais il y a comme... fait que moi, ce que je trouve qui est le plus... c'est ça. Fait que soit tu es éduqué par le VC, ou soit tu es éduqué par l'industrie traditionnelle, mais vraiment, le SaaS, c'est bizarre parce que c'est entre les deux. Tu as le chemin croissance qui est comme un chemin qui est connu, classique, mais qui n'est pas connu par l'industrie traditionnelle. Puis, tu as le chemin profit, cash flow, qui est très bien connu par le trad, mais que les VC, c'est pas leur intérêt premier parce que leur but, eux autres, c'est de faire x10, x100, en fait, x10, c'est pas suffisant. Là, c'est x100 plus. Là. Ouais. Qu'est-ce que
Y a-tu des concepts de base que tu répètes souvent ou des apprentissages que tu partages souvent que c'est comme chaque fois que je rencontre un entrepreneur, ça sous la majorité, disons, faut que je leur rappelle comme que ton EBITDA, c'est important plus que ta croissance. Ouais. Ou genre, ta croissance, tu sais, dépendamment d'il est sur le spec, là, plus bootstrap, je veux être free cash flow, du profit, ou l'autre, juste de la croissance. Y a-tu des choses que tu répètes souvent, mettons? Oui, puis je pense que le concept le plus qui est le plus difficile à comprendre, c'est quand mettre du gaz dans la machine. Comme il y a. Break puis push. Exact, là, break puis push. Okay. Je pense qu'il y en a du monde qui veulent partir push. Fait qu'ils mettent du gaz dans la machine, puis la machine n'est pas prête à le recevoir. Puis il y a du monde qui travaille beaucoup trop longtemps sur la machine, puis qui sont pas capables de concevoir quand est-ce qu'il va. Qu'il faut vraiment là, tu go balls to the walls, puis c'est le temps de scaler. Puis, fait que, tu sais, cette compréhension-là, je pense qu'elle est difficile. Puis ça, c'est juste une notion, c'est presque mathématique, c'est une notion de métrique, c'est une notion de. Tu sais, une fois que tu comprends les métriques fondamentales de ta business, ben, tu es capable de prendre ces décisions-là. Mais c'est pas intuitif. Il faut que tu l'aies travaillé, il faut que tu l'aies vu. Puis après ça, comment tu mets du gaz? Est-ce que il y a souvent du monde qui vont aller chercher des prêts pour des choses qui sont super risquées, puis là, ils backent ça au niveau personnel, ça fait pas de sens. Il y a du monde qui veulent pas backer des trucs personnels quand, d'un point de vue métrique, ça fait que du sens. Fait que, tu sais, il y a... C'est quoi le type de gaz que tu mets dans la machine? À quel moment? Exact. Puis toi, t'as eu de l'exposition à tellement de parcours, justement, de tracés différents, que t'es capable, ta team est capable de reconnaître des signaux de... Le dude, ou doudette, la valeur moyenne de ton client est genre en feu. Ton churn est excellent. Tu viens de signer un gros contrat. C'est le temps de peser sur le gaz. Exact. Genre. Puis là, tu as l'entrepreneur qui est comme non, je veux être cash flow neutral, je veux m'assurer. Fait que ça, c'est un exemple. Puis l'autre exemple, c'est quelqu'un qui burn du cash, puis tu regardes son churn, tu es comme, dude, dans 8 mois, tu es mort. Puis non seulement ça, même si tu arrêtes, tu vas continuer à churner, puis tu t'en vas dans le dallo. Là. Fait que, j'adore ça, man. La notion, genre, avoir les bonnes métriques, la bonne lecture pour savoir quand tu ralentis, quand tu passes sur le gaz. Exact. Puis d'où que le gaz vient, justement. Est-ce que tu as dû réaliser des choses très difficiles à des entrepreneurs des fois, que sur le coup, ils étaient en crise ou ils voulaient rien savoir de toi, puis que plus tard, ils ont fait « Ouais, ça, c'était la bonne décision, merci. » C'est vraiment difficile à faire. Parce que les entrepreneurs, c'est les gens les plus têtus que tu peux pas rencontrer sur une planète. Là. Ils ont comme... Tu pourrais leur mettre ça d'en face. Fait que, c'est un problème qu'on vit souvent. Puis moi, je pense que je suis assez à l'aise parce que j'en ai vu humainement. Puis c'est exact, je peux créer le rapport qui me permet de faire ça. Mais tu sais, souvent, c'est mon équipe qui est comme, hey, le client s'en va dans le mur, qu'est-ce que je fais? T'sais, moi, je suis comme, un tableau, probablement, m'ont-dit, là, arrête de dire, là, ils m'ont dit d'en face, là, puis mets du rouge, genre, dans 6 mois, t'es mort. fait que ou dans 2 ou 3 mois, parfois, mais c'est tough. C'est tough parce que, oui, t'as l'aspect financier, mais t'as toutes les promesses, tout l'ego qui est avec ça. Tu veux pas... c'est tough avouer que le plan que t'as présenté à tout le monde, puis tout le monde, ça inclut tes parents, puis ta blonde, puis tout ça, qui va pas se réaliser comme tu veux. Fait que parfois, c'est tough à réaliser, mais je pense qu'on est vraiment bien positionné parce qu'on a ce rapport de confiance-là, puis on a accès aussi à l'information que pratiquement personne a accès dans une business. On a parlé de quelque chose d'intéressant un petit peu offline, c'est la notion de trop de finances versus pas assez de finances. Puis là, je parle pas d'argent, mais je parle un petit peu plus d'instrumentation, puis d'outils, puis de lecture, puis d'analyse financière dans une compagnie. Ça ressemble à quoi trop, puis ça ressemble à quoi pas assez, genre? Ben, dans le fond, tu sais, pas assez, je pense que les exemples sont légion. C'est de pas comprendre l'idée du cash flow, pas comprendre l'idée de métrique, pas comprendre c'est quoi... qu'est-ce que les finances peuvent apporter puis apportent dans une business, puis c'est quoi la place que ça doit avoir. Quand c'est trop, souvent, justement, c'est quand l'influence du VC est trop importante, c'est qu'on a trop le chiffre magique en tête, puis on ne travaille pas assez sur, fondamentalement, on n'est pas assez patient. Faire un produit, puis faire de quoi qui est sticky, c'est pas facile, ça prend du temps, ça prend des tests, mais le monde qui met du cash dans le business, puis le monde qui veulent que tu fasses fois 1000, puis qui ont 3 ans parce que, justement, leur fonds est fini à ce moment-là, ben, tu sais, ils veulent que tu ailles vite.
puis ils veulent que tu... Sauf que, sometimes, you gotta take the time. Tu sais, tu peux pas juste espérer... Puis quand tu vas trop vite ou tu vas trop vite au marché ou qu'encore là, tu burns, mettons que là, tu te dis, OK, ben là, c'est le temps de peser sur le gaz, mais ton produit n'était pas prêt, ben là, ça pète. Ça pète. Puis c'est souvent une entreprise qui est trop financiarisée qui va faire ça parce que tu as levé beaucoup de cash, donc tu as un incitatif à le brûler ou à le... Tu sais, si tu lèves 4-5 millions, puis tu te dis, OK, mais mon produit n'est pas prêt, fait que j'ai juste besoin de 2-3 devs ou faire ça, puis j'ai pas besoin... Le monde va faire comme... Qu'est-ce que tu fais avec mon cash? Qu'est-ce que tu fais avec mon cash? Là? Attends pas, là. Fait que, tu sais, il y a... Ouais. T'as-tu déjà été... Mettons la discussion qu'on a là. Ouais. L'as-tu déjà eu avec un ou une VC et l'entrepreneur ou juste toi puis le VC? As-tu déjà dû, toi, être un peu l'espèce de porte-parole au VC de « Yo, faut qu'on relaxe ». Oui, puis tu sais, nous autres, on a une orientation très entrepreneur. Ouais. Tu sais, nous autres, on est le bras droit d'entrepreneur. Fait que moi, mon but, c'est que la business marche. La business marche. Là. Puis c'est... pour moi, on le regarde tout en termes de game éternel. Là. Même si l'entrepreneur n'est pas là, ce que tu as créé, oui, ton intérêt est important, mais ce que tu as créé, est-ce que ces intérêts sont préservés? Fait qu'effectivement, d'une fois de temps en temps, ça nous met dans des positions où est-ce que c'est nous et l'entrepreneur versus the world. Fait où est-ce que tu as le VC qui est comme non, tu comme, moi, c'est ça que je veux, puis c'est ça le plan, puis là, tu es comme, ouais, mais, fait que oui, ça arrive, puis réputationnellement, des fois, il faut faire des choix. Là. Fait que, dans le fond, moi, je suis conscient que dans le space, il y a du monde qui sont comme, le chiffre, c'est ça, ne travaille pas en équipe, ou des trucs de même, quand c'est juste qu'on a pris une position qui était adversariale par rapport au VC ou par rapport à celui qui avait... qui était plus pro-entrepreneur. Mais la plupart du temps, les VC nous aiment. Là, je dis ça, je veux juste m'assurer. There's no bad blood. Là, on est quand même très, très bon pour au moins rassurer le VC que les choses sont bien prises en charge. Hein. C'est quoi la définition de succès financier, selon toi, pour un entrepreneur SaaS? Oui, mais c'est ça. Tu sais, souvent, l'entrepreneur SaaS, à cause de la culture Silicon Valley, a l'impression que c'est l'exit à plusieurs millions. Puis il y a beaucoup d'envie dans le secteur. Tu sais, tu regardes les autres, puis tu regardes la seed round, puis là, voyons, c'est quoi déjà le site? Crunchbase. Ouais, Crunchbase, c'est de quoi qui sort, puis là, t'es comme, ils ont raisé 200 millions, puis moi, genre, j'ai fait mon seed à 2, puis, tu sais, fait que là, cette envie-là nourrit ça, puis tu vois ça, puis tandis que moi, les entreprises que j'ai vues avoir le plus de succès faisaient même pas partie de cette rat race-là. Là. Ils étaient comme, ils faisaient leurs choses, ils regardaient le cash qui rentrait, ils dépensaient, ils pensaient beaucoup plus à l'utilisateur final qu'à leurs compétiteurs ou n'importe quoi, puis ils ont fait des vraiment beaux produits. Puis, tu sais, Workleap en est un bon exemple, mais j'en ai vu plein. Tu sais, ceux qui pensent pas tant à l'exit, pas tant aux rondes, puis qui pensent purement produit puis place dans le marché, généralement, c'est ceux qui réussissent à avoir le plus de succès. Puis là, des fois, il y a des bonnes choses qui arrivent. Fait que, ouais. J'ai eu un épisode avec Bruno Renaud de Jameo, si vous voulez l'écouter, le monde qui écoute. J'étais à l'université avec lui. Ah, nice! Ouais. Sweet guy, man. Il était venu ici aussi. Puis, tu sais, il disait justement qu'en tant qu'entrepreneur tech, tu as une espèce de pression qui build up autour de toi, de les nouvelles de TechCrunch, de Crunchbase, de LinkedIn, de les rounds, Lavalo, nanana. Puis, c'est pas, comme tu dis, tu parlais de Rat Race. La vérité, c'est que c'est pas contre ces compagnies-là que tu compétitionnes. C'est pas... Ton succès se mesure pas face au leur. Ton succès se mesure face à justement ta rétention, la satisfaction de tes clients, tes propres finances qui vont bien. Je pense que tu es en compétition plus avec toi-même. Je serais curieux. Je serais curieux de voir à quel point. Mettons, tu as dit. Ceux qui ont beaucoup de succès, c'est ceux qui se cassent pas trop la tête avec ce rat race-là, avec les rounds des autres ou tout ça. Est-ce que tu dirais que ces entrepreneurs-là que tu as vus ont moins d'ego que les autres? Est-ce que l'ego joue beaucoup? J'ai rarement vu des entrepreneurs qui n'avaient pas des égos énormes. Il faut que tu le keep in check, là, mais la plupart des gens sont vraiment des gens qui, pour affronter le monde de même, puis il faut que tu aies confiance en toi à un haut niveau. Ouais. Fait que je dirais pas qu'ils ont moins d'ego. Je te dirais juste que leurs influences, ce qu'ils lisent, ce qu'ils font, c'est pas ça. Puis leurs intérêts, puis ce à quoi ils pensent à la journée longue, c'est justement, ils sont pas sur LinkedIn en train de checker
Crunchbase et tout ça, ils sont pas sur... ils sont souvent même pas en train de réseauter avec les autres entrepreneurs. C'est juste, ils sont vraiment concentrés sur ce qu'ils sont en train de faire. Je suis allé dîner avec un founder de Québec récemment, puis justement, le founder me disait... avait aucune idée, dans le fond, c'est quoi que je faisais que ça se passe. Tu sais, puis genre, tu sais, ouais, c'est cool, tu fais un podcast, je pense, puis tu sais, vous faites des événements, vous avez un site avec les... Puis il m'a dit, je m'excuse, tu sais, j'ai pas écouté. Puis j'étais comme, dude, excuse-toi pas, man. La majorité des bons founders sont tellement concentrés sur les choses qui ont de la valeur puis qui sont meaningful, qui sont pas distraits par tout le bruit autour. Fait que moi, je vois juste quelqu'un qui fait les bonnes choses, puis je m'en crisse que t'écoutes pas mon podcast. Tu comprends, genre? Fait que, non, c'est intéressant. Mais il y a plein de scénarios, là, je veux dire. Puis souvent, il y a du monde par la culture qui sont poussés à l'action. Puis là, ils voient l'exit, puis ils sont comme, hey, moi, je peux faire ça. Puis, tu sais, fait que l'envie peut pousser vers l'action. Le problème, c'est quand ça prend toute la place, puis ça te consume. Puis tu penses que tu vas pas assez vite ou que tu vois tes compétiteurs qui vont plus vite que toi. Puis là, il y a quelqu'un qui te dit, c'est un winner take all. Fait que si tu vas pas vite, quelqu'un d'autre va prendre ta place. Mais tu sais, c'est possible pour un entrepreneur d'avoir beaucoup de succès financier sans aller balls to the walls. Puis aller, tu peux bien gérer ta cap table. Tu peux faire grossir ta base de clients, avoir une belle croissance, mais pas quelque chose qui est si hockey stick que ça. Puis faire un méchant beau exit, puis être beaucoup plus, très, très riche. Là, puis, fait que... c'est ça, on dirait qu'il y a beaucoup de la culture qui est comme enrichir les investisseurs, mais le plus important, c'est enrichir l'entrepreneur. Puis ça, tu n'as pas besoin d'avoir une business à 1 milliard pour faire ça. Fait que... 100%. C'est intéressant. Justement, là, il y en a tout plein de profils différents de SaaS founders, tout ça. Si on faisait un peu un jeu de les catégoriser, de les stéréotyper, je pense que tu es assez créatif pour avoir des types de profils, d'archétypes, whatever. Tu veux-tu m'en dropper une couple de ceux que tu rencontres, les archétypes? Ouais, ben je me suis fait une liste pour celle-là, fait que je vais sortir mon téléphone. Go for it. Fait que le premier, c'est... la première archétype, c'est Born in the Wrong Country. C'est quoi ça? Ça, c'est un... J'en ai vu quelques-uns, là. C'est des entrepreneurs qui, à 16 ans, ils étaient déjà en train de travailler dans leur sous-sol, puis ils étaient déjà en train de faire des produits, puis qui ont réalisé bien vite que le Québec, c'était pas la place pour réaliser le plein impact de ce qu'ils voulaient faire. Pas que tu serais pas capable, mais ils se sont dit, hey, moi, là, tout de suite, ils s'expatrient, Silicon Valley, ouais, s'en j'en vont. ai vu. Exact. Fait que ça, c'est du monde qui sont pas nés dans la bonne place, puis qui se disent, OK, moi, je suis attiré comme une mouche vers la lumière. C'est Silicon Valley qui est... Fait que, ça, c'est Born in the Wrong Country. D'habitude, c'est des entrepreneurs qui sont de haut calibre. Fait que t'as le cowboy du space. Ça, c'est quoi? Fait que le cowboy du space, c'est quelqu'un qui n'a vu pas mal. T'sais, c'est pas son premier rodéo. Il a fait 3-4 exits. D'habitude, c'est l'entrepreneur le plus chevronné, le plus expérimenté. T'sais, moi, quand je suis face à cet entrepreneur-là, je sais que j'ai pas grand-chose à y apprendre. Fait que je suis plus en mode comment je peux t'aider. Où tu veux que je t'aide plus que hey, t'as-tu pensé à ça. Fait que tu sais, t'en as là, du monde qui ont fait un exit, 2 exits, 3 exits, puis sont comme... un routier. Exact, un routier. Là. Fait que moi, je les appelle les cowboys du space. Il y a ceux qui sont atterris par ici. Je suis atterri ici par hasard. Fait que je suis un gars techie ou je suis un musicien. Je suis n'importe. Puis là, je commence à faire ça, puis je vois qu'il y a un besoin, puis la tech répond à ce besoin-là. Puis là, j'ai commencé à trouver, puis à faire de quoi. Puis là, soudainement, tu as comme un produit. T'es une business. T'es une business, puis là, tu arrives dans ce monde-là, puis t'as jamais entendu parler de ça. Là. Lifetime value. Exact, jamais. Fait que t'es comme, I'm a tech entrepreneur, mais je le savais même pas. Là. Fait que, tu sais... Je pense à une couple de personnes, moi, en ce moment, qui me font penser à ça. Exact. Fait que ça, c'est un autre archétype. Le baron du train. Fait que ça, c'est... fait que ça, c'est un entrepreneur qui a connu, dans une autre époque, beaucoup de succès. Fait que, tu sais, il a fait de l'argent avec les trains ou avec puis là, c'est bon. Puis là, après ça, il arrive, puis il voit la technologie arriver, puis il se dit, hey, moi, j'ai 60 ans, mais je sais que la tech peut résoudre mon problème. Fait que, conceptuellement, ils sont à la bonne place. Au niveau de l'exécution, par contre, ils n'ont aucun des codes, ils comprennent rien. Fait que là, c'est tough.
Fait qu'il y en a qui ont du succès parce qu'ils savent bien s'entourer. Ils vont s'entourer de jeunes techies, puis ils font comme, moi, je connais pas ça, mais j'ai une vision, j'ai du cash, puis... Le baron du train. Exact. Puis il y en a d'autres qui sont comme, hey, je vais le faire moi-même, ou je vais essayer de... Ou j'écoute pas trop les gens, ou où je prends mes vieux réflexes qui ont bien servi quand j'étais dans l'époque du train, puis j'essaie de l'appliquer, puis ça fonctionne pas. Mais là, c'est un rocket ship. Exact, c'est ça. Mais c'est un scénario qui peut marcher. Fait que ça, tu en vois beaucoup. Okay. Mais c'est du monde qui ont du cash, puis nice. C'est weird. T'as les bâtisseurs de l'ombre, ça, c'est du monde, comme on donnait l'exemple tout à l'heure, c'est du monde qui ont fait de quoi, de superbe, puis ils n'ont jamais parlé à personne. Ouais. Je pense que, tu sais, Workleap est un bon exemple. Ils n'ont jamais pris un prêt, ils n'ont jamais eu une scène d'investi. Ils ont engagé des chums au départ, puis ils ont comme fait de quoi. Je pense que Gsoft, t'es un bâtisseur de l'ombre, pas Workleap. Oui, c'est ça. Mais ils sont devenus autre chose. Exact. Mais au début, c'était correct. ça. Exact. Mais quand tu dis l'entrepreneur, là, ça, c'en est un. Puis après ça, mon dernier archétype, c'est comme l'universitaire confus. Fait que lui, il sort de l'école, il y a l'idée du... Technique. L'idée technique, genre, je veux faire de l'AI dans le médical. Ou, fait que puis là, ils sont comme, OK, ben là, puis, tu sais, ils se rendent compte que c'est vaste. Puis t'es comme un peu idéaliste quand tu sors de l'université, puis tu te dis, OK, ben si je fais quelque chose de technique, les gens vont l'acheter, puis ou quelque chose de bien, les gens vont l'acheter. Puis là, tu te rends compte que c'est pas du tout ça. Il te faut des contacts, il te faut une machine de vente. Fait que moi, j'en vois beaucoup qui atterrissent chez nous. Je suis comme, OK, ben, tu sais, t'as comme 3-4 étapes avant d'arriver à une place où est-ce que tu es rendu vraiment une entreprise. Ouais. Fait que, il faut que tu franchisses ça. Puis voici qu'est-ce que tu dois faire. Fait que, mais ça, on en voit beaucoup. Puis là, on niaise puis on a du fun avec les archétypes, mais la vérité, c'est que dans ton travail puis le travail de ton équipe jour le jour, probablement que de spotter l'archétype, ça fait que tu adaptes ton approche. Puis tu fais comme, all right, justement, lui, il faut que je l'éduque à telle place. C'est ça. Elle a besoin de se faire ramener sur terre là-dessus, ou whatever. Tu sais. Exact. Fait que le cowboy du space, t'as rien à y apprendre. T'es comme, OK, genre, tu sais exactement ce que... En fait, t'es content de travailler avec moi parce que tu sais que t'auras pas besoin de m'expliquer tous les concepts. Fait que t'es comme, OK. Puis après ça, t'as l'universitaire confus, que lui, il a besoin de tout. T'as le bâtisseur de l'ombre qui sait même pas qu'il peut prendre un prêt, il sait même pas qu'il faut accélérer si ça est tentait. Fait que c'est juste, tu sais, l'arbre de possibilités, il est pas accessible conceptuellement. Fait que juste de mettre ça dans sa face, tu regarde, tu savais. Crédit. Exact, ou genre... tu savais. Il y a du monde qui, tu sais, des business qui font vraiment d'argent, qui vont même pas chercher leur crédit d'impôt. Ouais. Puis là, tu leur dis ça, tu pourrais aller chercher 22-30% sur tes salaires, puis ils sont comme, tu sais. Exact. C'est fou parce que des business sont comme, ils sont bâtis là-dessus, là. T'as-tu... ces différents personnages-là vivent leurs propres aventures, puis il y en a qui vivent des histoires difficiles, il y en a qui vivent des histoires à succès qu'on voit dans les médias. T'as-tu une couple d'histoires folles, de valorisation ou d'exit? J'en aurais. J'ai un petit inconfort par rapport à ça parce que moi, je suis l'entrepreneur, je suis le bras droit de l'entrepreneur. Donc, la lumière est sur l'entrepreneur. Moi, je suis dans l'ombre. Je fais... puis, il y a des notions de secret professionnel, il y a des notions de toutes sortes de trucs qui fait que je pense même pas que c'est à moi de raconter leur histoire. Fair enough. Fait que j'aimerais ça te dire oui, puis je pense que... Mais c'est ça. Malheureusement, je vais leur laisser raconter l'histoire à ton podcast. Parfait, tu m'enverras une liste. Exact, c'est ça. Tu sais, t'envoies toutes les couleurs probablement, là, toi, côté financement. J'ai le goût que tu donnes justement plus de couleurs sur les méthodes de se financer qui transcendent juste soit t'es le train en feu VC ou soit t'es le ramen profitable bootstrap. Ouais. Comment le monde se finance? Y a-t-il des approches comme peu traditionnelles ou moins connues? Il y a plusieurs approches. Puis, tu sais, moi, je vois tu me parlais de bootstrap puis VC. C'est comme un spectre, puis entre ça, il y a plein de choses. C'était des approches mixtes. C'est sûr que moi, philosophiquement, ce qui finance ta business devrait être ton client, tu sais, à peu près tout le temps. Puis ça, c'est facile à dire. Après ça, tu sais, les mécanismes ou les leviers pour ta business sont pas tout le temps les mêmes. Fait qu'après ça, il y a plein de tu
t'as les private equity, t'as les family office, t'as les anges, t'as les banques, t'as la banque à Chartres, t'as les avant Silicon Valley Bank, t'as la BDC, PME Montréal, Investissement Québec, qui ont comme une vocation de croissance économique. Ouais. Fait que t'as plein d'options. T'as aussi, puis moi, je vois toutes sortes d'affaires. Il y a des gens qui, c'est juste une gang, justement, comme on en parlait tout à l'heure, un syndicate d'entrepreneurs, puis qui se disent, nous autres, on va faire un roll-up de SaaS. Puis là, ils commencent à acheter des SaaS, puis ils disent, OK, nous, on sait comment l'exécuter, on va prendre des idées, puis ils s'en vont sur acquire.com, puis là, ils achètent des affaires. Fait que, tu sais, il y a plein de façons de financer. Mais à la fin de la journée, tu sais, moi, je reviens toujours à peu importe la façon que tu le finances, ultimement, c'est le client qui doit financer Exact. ton Le revenu de service ou produit livré. Exact. Qu'est-ce que... C'est personnel, mais j'ai le goût que tu m'expliques, pour moi puis pour l'audience, family office versus private equity. Ouais. Si tu avais à les différencier, mettons... Family office, c'est du gros cash qui est vraiment très patient. OK. Fait que, tu sais, family office, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent. C'est du capital qui est beaucoup plus patient. Générationnel, quasiment. Exact. Puis qui travaille aussi différemment parce qu'il n'y a pas de pression de temps. Parce que, comme tu dis, c'est générationnel. Fait que, tu sais, tu peux... le rendement, tu sais, c'est plus... Le time preference. Exact. Le time preference, c'est vraiment vraiment différent. Nice. Puis versus private equity, on en entend plus en plus parler. Ils font des acquisitions en SaaS, tout ça. Ouais. Nous, chez Snipcard, on avait été approchés par un paquet de genre SaaS.group. Il y a Tiny aussi qui est... Fait que... Wilkinson, oui. Andy, ouais. T'as-tu, en 2-3 lignes, private equity firm, ça ressemble à quoi? Ben, les PI, c'est... tu sais, eux autres, je pense que ce qu'ils ont comme compréhension, c'est justement... Tu sais, tout le langage, puis toutes les métriques, puis toutes les façons de scaler, ils le connaissent, puis ils sont capables de reconnaître les lacunes dans une business parce que de tout maîtriser l'ensemble des finances, de marketing, tout ce que tu dois... Parce que, tu sais, un entrepreneur, c'est un athlète olympique, mais qui fait qui fait plusieurs disciplines. Pas un triathlète, mais tu sais, comment t'appelles ça, là, ceux qui ont... Biathlon. Ceux qui font toutes les 7, là, Athlétisme? On va arrêter. Moving on. Non, c'est pas du CrossFit. Fait que ils ont comme tout... ils sont exposés tout savoir, mais c'est sûr que t'en échappes. Puis ton ego, puis ton... t'es dans le chemin. Exact, t'es dans le chemin pas mal de parfois du succès. Fait que t'as amené ça à un certain endroit, puis ces gens-là sont spécialisés dans dire, OK, ben on va tasser le founder ou on va mettre le founder à la bonne place, puis on va scaler ça de façon beaucoup plus intéressante. Fait qu'ils ont une bonne compréhension de ce qui est à faire, ils ont du cash, puis ils sont capables de l'opérer. Fait que... Probablement que leur time preference aussi est plus... je me rappelle jamais c'est quoi, le court ou haut... et plus long, ouais. En fait, ils veulent avoir un cash plus rapidement que les family office. Exact. Puis, tu sais, je pense mais moins rapidement que les VC. Exact, c'est ça. Okay. Ouais. C'est intéressant, ça, cette stack-là de... Tu sais, dépendamment du financement que tu prends, ça va te coûter X en équité ou en intérêt, mais aussi les expected returns sur ces financements-là changent l'horizon de temps. Fait que je pense que les founders devraient être plus aware de ça, justement que c'est un spec, comme tu disais. Exact. Puis après ça, tu as des achats par des compétiteurs ou par des plus grosses compagnies. Fait que tu as plein de scénarios. Puis c'est pour ça que, tu sais, un des conseils que je donne, c'est de pas trop penser à ça. Puis je sais que c'est contre-courant de dire ça. Puis la plupart du monde dit tu devrais avoir une idée de ton exit, puis combien tu veux te... Ouais, j'en entends des deux bords, moi. Exact. Puis moi, je suis plus de l'école de dire, hey, tu bâtis ta game infinie, puis à un moment donné, il y a quelqu'un tu vas avoir des opportunités, puis quelqu'un va te parler de ça, mais de savoir que tu bâtis pour faire un exit avec Microsoft, tu sais, you never know. Pour vrai, c'est tough. Puis je pense que, mettons, tu peux aller voir des brokers, puis mettre du rouge à lèvres sur le cochon, puis l'amener au marché, mais les meilleurs exits, c'est toujours quand tu te fais approcher puis tu le voulais même pas ou tu le savais pas puis tu n'étais même pas dans le besoin de... Moi, c'est ça, en fait, qui est arrivé. Exact. By the way, désolé à ma blonde végane qui vient d'entendre l'exemple de mettre du lipstick sur un cochon. Ouais, non, comme tu dis, man, tu sais, on buildait pour les bonnes raisons, on aimait la game. En fait, j'ai le goût qu'on fasse une parenthèse là-dessus. C'est pas dans le plan, sauf que ça fait 2 fois que tu parles de jeu infini, d'Infinite Games. Tu avais lu... Le livre? Non. T'avais pas lu... Finite and Infinite Games? J'ai jamais lu ça, non. T'es sérieux? Non. J'ai lu pas mal, mais j'ai pas lu ça.
Ah, ben, j'étais sûr que le concept, on en reprendra ça offline, puis on en parlera, mais c'est une super belle vision du monde, je trouve. Ben, c'est comme ça qu'on a créé le chiffre aussi, là. Tu sais, moi et mon partner, on avait l'idée long terme, puis avoir une perspective long terme sur peu importe ce que tu fais. Tu sais, pour réussir un flip, il faut vraiment que tu sois ultra expérimenté. Puis pour réussir un flip en SaaS, c'est un autre niveau de compréhension de la game. Ouais. Fait que oui, quelqu'un qui l'a fait pas mal peut peut-être flipper, puis peut peut-être dire « OK, je vais prendre ça », mais pour la plupart des gens, t'es mieux de dire « Hey, c'est ma maison, puis je vais vivre dedans longtemps, puis je vais la construire comme du monde avec les bonnes... Fait que, ouais. Très intéressant, ça. Aux 2 personnes à qui je réfléchis, avec lesquelles on discute de projets qui écoutent, on s'en reparler de ce point-là. On a brièvement touché sur les crédits. Tu sais, on disait crédit d'R&D, blablabla. Ouais. T'as-tu l'impression qu'au Québec, nos compagnies tech dépendent trop de subventions, de crédits et de programmes gouvernementaux? Ah, c'est une question qui est tough parce que d'une partie, ça m'avantage moi puis ça avantage mes clients. Ça veut dire que, tu sais, on s'entend, tout ce qui est CDAE, crédit de développement des affaires électroniques, tout ce qui est recherche et développement, tout ce qui est crédit multimédia. Tu sais, ça nourrit pas mal l'organisme. Puis il y a du monde qui vient de s'installer au Québec pour faire ça grâce à ça. Fait que, tu sais, je suis pas dans la main qui te nourrit, fait que j'aurais pas tendance à dire que c'est mauvais. Sauf que philosophiquement, moi, j'ai toujours un inconfort à choisir les gagnants, puis pourquoi pas d'autres industries. Tu sais, c'est pas juste... C'est ça, il n'y a pas juste l'industrie de la tech, il y a plein d'affaires. Gaming. Et c'est ça, il y a des... Fait que, je sais pas, c'est vraiment une réponse qui est difficile. Puis moi, je sais que ces crédits-là et ces subventions-là sont intégrés dans ces business-là. Fait que c'est même plus comme un anan après. Tu sais, ça fait partie du modèle financier. Puis en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui ne fonctionneraient pas sans ça. Bon, fait que, si je mets mon chapeau full hyper capitaliste libertarien, on s'entend que en théorie, le marché devrait récompenser ou justifier ta survie, ta croissance. Juste le marché. Pas genre... bon, je suis pas de même dans la vie, là. Envoyez-moi pas des copies d'Ayn Rand ou whatever. Mais... Fait que, tu sais, il y a ce point de vue-là, puis tu l'as dit d'une façon plus douce, plutôt. Tu as dit, moi, je pense que la première méthode de financement d'une compagnie saine, ça devrait être ses propres clients, les revenus qu'elle génère avec son produit. Fait que, tu sais, c'est un très drôle d'équilibre. Puis comme tu dis, moi, je connais des SaaS qui ont essayé d'enlever, puis ça n'a pas marché. C'était long. Il y avait de la paperasse, puis, tu sais, des bourses ou des subventions, puis tout ça. Puis ils ont fait, justement... Fuck it. Nous, on build notre produit, on le vend plus, puis on se finance avec nos sales, nos revenus. Puis ça a marché pour eux. Il y en a d'autres ils ont eu une dépendance beaucoup à ces choses-là, mais c'est devenu des Christy de belles grosses business qui génèrent de la valeur, de l'emploi, plein d'autres affaires. Exact. J'ai l'impression que ça va fitrer aussi, je pense, avec le profil de l'entrepreneur. Genre la psychologie de l'entrepreneur. C'est-tu le genre d'affaire qui résonne avec toi, que tu as le temps, que tu es capable, que tu... Ben, je sais pas. Moi, pendant longtemps, on était... philosophiquement encore là, moi, j'étais plus dans bâtir des compagnies puis laisser faire ça. Mais en vérité, rapidement, tu te dis, c'est de l'argent qui traîne. Fait que, s'il y a un 20$ qui traîne à terre, tu le ramasses-tu. Puis au début, c'était comme, on pointait dans la direction, on disait, il y a un 20$ qui traîne à terre. Puis là, les entrepreneurs ne se penchaient pas pour le ramasser. Puis là, c'était frustrant parce que tu te dis, regarde, tu as une subvention de 125 000 qui était là. Pourquoi tu ne l'as pas pris? Ben, j'avais pas le temps. Fait que là, ce qu'on a fait, c'est que récemment, on a bâti de quoi pour les aider à faire ça. Puis on a résolu ça parce que qu'ils ne le faisaient pas, parce que c'est pas core puis tu veux pas le faire. Fait que, Mais c'est drôle, hein, parce que ça... Tout ça, cet argent qui traîne sur la table, entre gros guillemets, là... Elle a un coût, là, quand même. Là. Oui, elle a un coût sociétal, mais aussi... ça aligne les incentives des fournisseurs comme vous autres, ou même des... il y a plein de monde qui vivent de ça, là. C'est fucked up. Ouais, ça n'a pas de bon sens, là. Mais tu sais... Mais au Québec, je pense que c'est... Écoute, bon, je connais pas beaucoup les autres marchés, mais je sais que, mettons, c'en est un marché où est-ce qu'il y en a beaucoup de ça. Oui, puis mais en même temps, peut-être grâce à ça, puis après ça, tu peux dire, c'est les universités, ou c'est si on avait un environnement fiscal plus compétitif. Tu sais, il y a plein d'affaires qui c'est une grosse discussion. Exact, c'est une grosse discussion, puis c'est un peu complexe pour moi, qui est un layman en économie, puis en finance. Ben, tu sais, je pense que je suis mieux que la moyenne des ours, mais encore là, je suis pas l'autorité. De dire c'est quoi qui est bon, c'est quoi qui est mauvais. Mon inclinaison serait un peu moins, puis laisser un peu plus les... pas choisir les gagnants, pour moi, serait une
une meilleure façon de fonctionner. Mais en même temps, le space technologique est tellement puissant, puis ces décisions-là qui ont été prises il y a longtemps, de dire, hey, nous autres, l'industrie du jeu vidéo, on mise là-dedans, l'industrie créative, l'industrie de la technologie, on mise là-dedans. Puis aujourd'hui, c'est tellement fort, puis ça sert quand même bien nos intérêts que je me dis, OK, ben il y avait tout bien. Ou est-ce que ça se serait passé quand même juste parce qu'il y avait le talent? Fait que mon idée, c'est de dire que c'est une industrie, une économie qui est moderne ou qui est comme une industrie de services comme la nôtre, se serait rendu quand même de façon naturelle dans ces secteurs-là. Parce que c'est pas vrai encore que c'est juste les ressources naturelles qui vont faire ça. Fait que, bref, est-ce qu'on se serait rendu là pareil ou c'est les incitatifs qu'on a mis en place qui font qu'on a gagné? Je sais pas, je pense. Non, mais je pense que c'est super intéressant. Puis la finale de ce qu'on dit là, c'est on a des opinions, on n'est pas des experts. Il y a des contextes macroéconomiques, géopolitiques là-dedans c'est une discussion très... Mais je pense que c'est important pour les fondateurs qui écoutent les employés en SaaS de réfléchir à ça, juste de se dire, est-ce que c'est quelque chose qui nous s'aligne avec nos valeurs? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait nous aider? Est-ce que peut-être pour survivre, on en a besoin? Puis qui peut m'aider là-dedans autour? Puis il y a des firmes comme le Chiffre, mais il y a des... Bon, il y a des gens, plein. Il y a des gens qui font juste ça. Tu t'as aidé avec un genre de broker de subvention. Exact. Quasiment, là, mais moi, le conseil que je donne, c'est si tu veux pas t'en occuper, au moins donne ça à quelqu'un, parce que c'est là. Exact. Prends la cote de la personne qui va te le faire. Exact. C'est là. Puis, d'un point de vue compétitif, là, quand tu regardes tout si tu le prends pas, tu es moins compétitif que ton voisin, puis tu es supposé tout faire en ton pouvoir pour être le plus compétitif dans le marché. Exact, c'est ça. Fait que, j'ai pas beaucoup d'arguments pour dire fais-le pas. Ça, exact. Fair enough, man. Puis là, t'as lancé ou tu es en train de lancer un nouveau projet qui s'appelle Cifero. Tu veux-tu m'en parler un petit peu? Ouais, OK. Ben, tu sais, j'ai été un peu dans le space technologique pendant 2 ans. J'ai été dans une entreprise de pharmacie, e-com un peu. J'ai vendu mes parts, ça n'a pas fonctionné. Puis je suis revenu avec le chiffre, puis j'ai toujours eu cette idée-là créative en moi. Puis là, j'étais comme, tu sais, j'ai toujours eu un peu, tu sais, je vais au Startup Fest, puis à tous ces endroits-là. Puis à chaque fois, j'ai un peu en moi l'idée de dire, OK, mais moi aussi, je pourrais être un entrepreneur technologique. Puis moi aussi, tu sais, mais en vérité, j'ai appris à m'assumer avec des années. Là, je suis un comptable. Mais c'est ça. Puis là, je me dis, OK, mais comment est-ce qu'on nourrit ça? Puis comment est-ce que... Tu sais, ce qui arrive aussi, c'est que les SaaS vont déployer pas mal de logiciels. Puis souvent, il y a besoin d'avoir des service providers autour. Tu sais, nous autres, on a fait ça à travers, autour du stack financier que, tu sais, plein d'entreprises géniales ont déployé, puis les entrepreneurs ont ça dans leur stack, puis sont comme, ben comment je m'en occupe? Fait qu'un comptable qui sait se servir du stack financier et des apps modernes, ça a quand même beaucoup de valeur. Absolument. Fait que pour nous, je pense que en ce moment, il y a plein d'entreprises technologiques qui font des choses bien, mais le servicing de ça est quand même un problème. Fait que Cifero, c'est une façon de servicer des apps qui n'ont pas... Il n'y a personne qui sait vraiment comme. Ben, il y en a, mais il y en a peu qui savent comment les supporter. Fait que c'est quand même un play qui est plus facile à exécuter, qui joue dans nos forces, puis qui vient, comment dire, créer des synergies avec ce qu'on a déjà. J'essaie d'illustrer un problème que vous pourriez régler, puis tu me dis si je me trompe ou pas. All right. Je suis entrepreneur SaaS, mettons, ou disons SaaS. Ma business commence à générer de plus en plus de revenus, j'embauche des gens, j'ai une paye, je roule une paye, tout ça. Ça marche plus être sur Google Sheet ou avec la personne comptable du quartier qui m'aidait sur le side. Fait que là, je mets QuickBooks Online, mettons, dans ma compagnie. Je commence à agacer là-dedans, j'ai pas trop le temps. Je suis comme, hostie, il y a tout plein de features, tout plein d'affaires tout le temps. Je sais pas si je le fais comme du monde. Une offre de service comme Cifero pourrait arriver et dire nous, on catch ça à 100%, on est pro, on va te l'opérer. À la base, le chiffre fait ça. Cifero, c'est plus la base de QuickBooks puis Xero. Nous autres, on dit on va le spin-off puis on va l'offrir aux US et au Canada. Mais le chiffre a été bâti autour de ça. Fait que, tu sais, et plus, par contre. Et plus, exact. Fait qu'on fait le bas de la pyramide plus le top. Ce qui veut dire
Le bas étant les fondations, tout le data management, les workflows, l'intégration du système. Après ça, tu as comme le contrôle, les taxes, etc. Puis en haut, tu as tout ce qui est stratégique, conseil. Mais nous autres, on a décidé de spin-off la partie en bas qu'on maîtrise quand même super bien, qui est le servicing des apps, puis du data flow, puis ce qui est de la comptabilité aujourd'hui. Là, puis on a décidé de spin-off puis vendre ça hors du Québec. Fait que c'est un peu ça, Sphero. Mais le chiffre, ça fait ce que le chiffre fait, mais sans le top de la pyramide. Ouais, super intéressant. Ouais. Puis, dans le fond, tu vises le reste du Canada, puis peut-être les États-Unis. Exact. Parce que tu as envie d'avoir une offre de service qui scale géographiquement en dehors du Québec. C'est tout ça un peu ta vision? Oui, exact. Okay. On s'est confinés nous-mêmes au Québec parce qu'on comprend bien l'environnement. On a des relations ici. On comprend l'environnement fiscal, l'environnement de financement, etc. Puis on se trouve pertinent là-dedans. Okay. Mais à travers ça, on a fait des choses très, très bien dans notre... dans la façon qu'on opère. Fait que c'est de dire, OK, est-ce qu'on peut prendre ça puis le multiplier dans d'autres marchés? Fait que c'est ça le projet. Puis t'es rendu où là-dedans? J'ai pensé à ça il y a 3 semaines. J'ai comme fait un MVP, un genre de site. Okay. Je suis en train de le tester. OK, super. Fait que dans le fond, là, on prend des clients qu'on n'aurait pas nécessairement desservis avec le chiffre. Puis on utilise cette approche-là pour... Fait que c'est un petit peu une manière de faire un move de volume puis down market pour le chiffre. Voilà. Right? Parce que le chiffre bouge up market beaucoup. Ouais. Puis, mais c'est important de dire que up market, pour nous, c'est le cycle comme d'amener l'entreprise jusqu'à la série A. Pour nous, fait que ça, le chiffre est rendu très bon à faire ça, puis on va continuer à focusser là-dedans, de transformer les business. Mais après ça, tu as comme un besoin de servicing fondamental de ces apps-là. Puis c'est vraiment, vraiment un point faible du marché. Moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on rentre dans un dossier... Je le vis en ce moment. Exact. C'est tout le temps de la merde. L'entrepreneur ne veut pas s'en occuper. Puis si tu fais affaire avec une firme comptable, ça coûte très cher. Si tu fais affaire à l'interne, le monde n'a pas nécessairement la compétence. 100%. Fait que tu sais, t'as comme ça qui est mal adressé. Puis tu peux pas le résoudre par une app, ou peut-être ça va être résolu par une app éventuellement, là, parce que je pense que l'automatisation, l'intelligence artificielle fait beaucoup de progrès dans notre space, mais quand même, tu as quand même besoin d'un opérateur. Fait que qui est l'opérateur de ça? Là? Ouais, puis aussi, l'output de ce que tu fais dans ces apps de comptabilité-là, c'est genre l'agence de revenus du Canada qui va checker ce qui se passe. Exact. Fait que tu veux pas nécessairement te fourrer. Genre, exact. Ça a comme beaucoup d'impact sur ta business. C'est des décisions que tu vas prendre. Ouais. Puis, tu sais, quand je parle d'une pyramide, c'est les fondations. Là. Fait que si tes fondations sont pas correctes, tu sais, ton investisseur, ton conseiller, ton whoever gravite autour de toi, puis même toi en tant qu'entrepreneur, si ça, c'est pas correct, ben, tu peux prendre des décisions sur de la donnée qui est complètement fausse, de la donnée qui est pas à jour. Tu sais, c'est comment tu veux piloter sans que ton data flow puis tes données arrivent à la bonne place puis arrivent dans des rapports qui sont intelligibles. Là. Je pense que pour clore, j'aimerais vraiment ça qu'on fasse un tout petit bout sur la donnée, justement. Ouais. Ça fait une couple de fois que tu le mentionnes, puis d'où est-ce que ta donnée financière vient, comment elle est agrégée, où. Ouais. Y a-t-il des lacunes que tu vois souvent à ce niveau-là? Quand il manque de données, ça veut dire quoi? C'est un outil qui manque, c'est une collection de données dans un... Qu'est-ce qui manque? Souvent, c'est juste du travail en amont. C'est juste de structurer les workflows. Ce travail-là, il est fait au niveau du produit, il est fait... OK, je vais tout dessiner mon customer journey, puis là, tu fais ça. Puis là, quand tu arrives à l'administration, tu laisses ça à ton comptable ou à la personne à l'interne de le faire. Puis c'est pas nécessairement des gens qui sont à la fine pointe de ce qui se fait. Fait que c'est ça. Dans le fond, c'est faire la même chose que tu fais à travers ton produit, ton customer journey, mais tu peux le faire au niveau de l'administration. Puis il y a des solutions. Puis on réinvente pas la roue à chaque fois. Là. Fait que t'es pas supposé perdre trop de temps avec ça, mais il faut que tu saches par où passer, comment le structurer, comment structurer ton flot de données. Puis ça, on est rendu quand même bon à orchestrer ça. Ça, Sphero pourra l'expliquer. Exact. Le chiffre aussi. Là, encore là, c'est notre spécialité chez le chiffre qu'on vient juste spin-off. Là. OK. Très cool, man. Puis si on veut voir ce qui se développe avec ça, j'imagine qu'on peut te suivre sur LinkedIn. Ouais. Thomas Louis comme Lafleur. Tu disais, je suis un micro-influenceur LinkedIn. Je dis des affaires. Fait que oui, suivez-moi. Je parle, une fois de temps en temps, je vais poster sur les SaaS. Je vais poster... j'avais un carrousel récemment sur Avalo, puis sur comment transformer un revenu qui est one-time en récurrent. Fait que, parfois, je vais faire du contenu pour les SaaS.
Mais Nice. je parle en général de business, de cash flow, de ces trucs-là. Fait que je pense que c'est intéressant. Le pour chiffre l'entrepreneur. point, CPA. le chiffre point CPA, Ouais. si vous voulez get in touch. Yes. Dude, merci tellement d'être venu. C'était vraiment Ça fait une bonne plaisir. convo. Ça fait plaisir, merci. Bye bye. Soul, yo, soul. C'est gratis pour le download et trop de hits savent même plus ce qu'est le pied danse. Mississippi dans le